Quelqu'un a-t-il déjà partagé la vérité sur la vie après 80 ans? Si vous quittez cette page maintenant, vous risquez de manquer votre seule chance de vous préparer à ce dont personne ne vous a jamais parlé. Ces changements imperceptibles qui s'installent progressivement et bouleversent tout, de vos relations avec vos proches à votre façon de vous lever le matin. Je n'en avais moi-même aucune idée, et quand j'ai enfin atteint l'âge de 80 ans, j'ai été prise au dépourvu. Ce n'était pas une question de mains ridées ou de cheveux gris. Ceux-ci étaient apparus depuis des années. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose dont personne ne semblait parler lors des réunions de famille ou des rendez-vous chez le médecin. Je suis donc ici pour en parler, car si vous savez ce qui vous attend, vous pouvez façonner la dernière partie de votre vie comme vous l'entendez. Mais avant de vous dévoiler ces vérités, laissez-moi vous raconter comment j'ai réalisé que je devais en parler. 1 an avant mon 80e anniversaire, j'étais au mariage de ma petite fille. Les gens passaient d'une table à l'autre, la musique jouait doucement, et j'ai remarqué qu'à un moment donné, tout le monde s'était levé pour danser, sauf moi et quelques autres. Avant, je dansais, le swing, la valse, tout ce que vous voulez. Mais là, j'étais assise, un verre de cidre pétillant à la main, et je ressentais une étrange distance. Les plus jeunes de la famille, tous âgés de 30 à 40 ans, sont venus me saluer. Mais ils se sont ensuite précipités pour rejoindre les rires ou la danse suivante. Je me suis dit, c'est normal. Ils ont de l'énergie, et moi, je suis juste fatigué. Pourtant, une petite voix me disait que quelque chose était en train de changer. Je me sentais invisible comme jamais auparavant. C'était un avant-goût des changements qui m'attendaient, même si je ne le savais pas encore. Quelques mois plus tard, j'ai atteint cet âge symbolique. Mes amis m'ont envoyé des cartes. Ma famille m'a emmené dîner. La journée s'est déroulée dans un agréable flou, mais j'ai réalisé que certaines personnes qui m'auraient rendu visite il y a 10 ans n'étaient plus là. Certaines étaient décédées, d'autres s'étaient simplement éloignées. Mon téléphone était plus silencieux. Même si je ne me sentais pas seul, en apparence, je sentais un vide se former, comme l'espace dans un album photo où se trouvait autrefois une photo chère à mon cœur. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. « Tu es juste sentimental », me suis-je dit. Mais ce n'était pas seulement le fait que quelqu'un me manque. J'avais l'impression d'entrer dans un nouveau paysage, et tous les repères auxquels je m'étais habitué avaient disparu ou avaient changé. Au fil des mois, ces changements sont devenus indéniables, et j'ai compris que les gens n'en parlent pas tant qu'ils ne sont pas directement touchés. C'est pourquoi je veux en parler maintenant, ouvertement et honnêtement, pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, comme je l'ai été. Un matin, alors que j'avais environ 80 ans, j'ai pris le téléphone pour appeler une vieille amie. Sa ligne était coupée. Quand j'ai enfin obtenu son nouveau numéro, grâce à une connaissance commune, j'ai appris qu'elle avait emménagé dans une résidence médicalisée près de chez sa fille. Je ne le savais pas. Elle ne m'en avait pas parlé. Pourquoi l'aurait-elle fait? Sa vie changeait d'une manière qu'elle ne voulait probablement pas dévoiler. Et soudain, je me suis retrouvé confronté à une première vérité tacite. Le cercle social que vous pensez éternel commence à s'effriter, non pas de manière spectaculaire, mais tranquillement, vous laissant découvrir les chaises vides une à une. Réfléchissez-y un instant. Et si,
la semaine prochaine, vous essayez d'appeler un vieil ami pour découvrir qu'il a changé de vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? C'est aussi subtil que cela, et si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de vous sentir abasourdi et seul. Je ne vous dis pas cela pour vous rendre triste. Je vous le dis pour que vous puissiez anticiper et agir. Mais j'y reviendrai dans un instant. Il y a d'autres vérités dont nous devons parler, et l'une d'elles m'a particulièrement choqué lorsque je l'ai découverte. Alors, continuez à écouter. Environ 6 mois après cet appel téléphonique, j'ai remarqué un changement dans mon corps. Je n'ai jamais été une athlète, mais j'étais fier de mes marches matinales. Soudain, je me suis mise à traîner les pieds. Mes chevilles étaient raides. J'avais du mal à me tenir droite, et quand j'attrapais un rhume, il durait des semaines au lieu de quelques jours. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Tout le monde ralentit avec l'âge, n'est-ce pas? Mais la vraie surprise a été de découvrir à quel point un petit problème de santé pouvait bouleverser toute ma routine. Un jour, un vertige en me baissant pour lasser mes chaussures m'a cloué à la maison pendant 1 semaine. Je n'avais jamais rien eu de tel à 70 ans. Je me remettais vite d'un rhume, d'une douleur, d'un petit accident avec un escabeau. Maintenant, j'avais l'impression que mon corps était un puzzle et que si une pièce se détachait, tout s'écroulait. C'est la deuxième vérité. Votre corps ne se remet plus aussi vite qu'avant. À 60 ou 70 ans, je pouvais trébucher, me reposer quelques jours, et tout allait bien. Après 80 ans, un petit contretemps peut devenir un tournant. J'ai des amis qui ont fait une petite chute et qui n'ont jamais retrouvé leur mobilité d'avant. Cela signifie-t-il qu'il faut cesser d'essayer de rester actif? Bien sûr que non. Mais cela signifie qu'il faut adopter une nouvelle stratégie en matière de santé et d'énergie. C'est une leçon que j'aurais aimé que quelqu'un me donne plus tôt, car j'aurais peut-être été plus prudent au lieu d'attendre que la réalité me mette une gifle pour me réveiller. Mais cette gifle m'a fait prendre conscience d'autre chose qui est peut-être plus difficile à accepter. J'y viendrai bientôt. En attendant, laissez-moi vous raconter l'histoire de ma voisine, Ruth, qui a plus de 85 ans. Femme farouchement indépendante, elle a passé la majeure partie de sa vie à s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants et même de sa tante âgée. Je la voyais souvent monter les marches de son perron avec aisance, refusant toute aide. Puis un soir, nous nous sommes croisés près des boîtes aux lettres et j'ai vu qu'elle se frottait l'épaule avec douleur. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide pour ses lettres et elle m'a répondu avec un petit sourire courageux: « Ça va. » Mais ce n'était clairement pas le cas. Quelques semaines plus tard, sa fille a commencé à venir l'aider pour ses courses. Au début, Ruth semblait gênée, presque désolée d'avoir besoin d'aide. Elle disait « J'ai toujours été celle qui aidait les autres. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un m'aider. » C'est alors que j'ai pris conscience de la troisième vérité qui nous touchait toutes les deux. Un besoin croissant d'aide. Nous pouvons nous considérer comme fortes, inébranlables et expérimentées face aux défis de la vie, mais la octogénaria nous oblige à accepter que parfois nous ne pouvons pas tout faire seuls. La gêne d'admettre que l'on ne peut pas changer une ampoule ou atteindre l'étagère du haut peut être étonnamment profonde. Je l'ai moi-même ressenti après avoir failli tomber d'un petit escabeau dans ma cuisine en essayant d'attraper un plat à four qui était auparavant à portée de main. Ma fille m'a reproché d'être têtue et j'ai réalisé que je risquais littéralement ma santé pour un plat
en céramique. Pourquoi personne ne m'avait dit plus tôt qu'il n'y avait aucune honte à demander de l'aide, car cela pouvait éviter des mois de convalescence après une chute. J'aimerais que nous parlions plus ouvertement de ce sujet, car si vous l'apprenez trop tard, vous risquez de porter un sentiment de culpabilité inutile ou de refuser toute aide jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Peu après, j'ai remarqué autre chose, un sentiment presque trop douloureux à avouer. J'étais assise dans le cabinet d'un médecin avec mon fils. Le médecin est entré, l'a regardé droit dans les yeux et a commencé à lui expliquer mon état. Il m'a à peine remarqué. C'était comme si j'étais un meuble dans un coin. Ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait. Une caissière à l'épicerie parlait à la personne derrière moi, dans la file d'attente, sans m'adresser la parole. Ou un serveur s'adressait à ma fille plutôt qu'à moi. C'est comme si, une fois passé le cap des 80 ans, j'avais commencé à m'effacer dans le champ de vision de la société, même si je me sens toujours aussi présent et alerte mentalement. C'est la 4e vérité. Le monde commence à vous ignorer. Peut-être le font-ils par impatience, ou peut-être pensent-ils que vous ne pouvez pas suivre, ou encore qu'ils vous épargnent des ennuis. Mais peu à peu, un sentiment d'invisibilité s'installe. Et si vous êtes quelqu'un qui a passé des décennies à prendre des décisions, à gérer un foyer ou à diriger une entreprise, ce changement peut être surprenant. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi le monde ne me voit-il plus ?» La plus grande tragédie est d'avoir l'impression que vos histoires, votre sagesse, votre présence n'ont aucune importance pour les gens pressés. Ce jour-là, dans le cabinet du médecin, j'ai décidé de prendre la parole. J'ai dit « Je suis là, docteur. Parlez-moi, pas à mon fils. » Cela m'a fait du bien de reprendre ma place. Mais beaucoup de gens de mon âge ne se sentent pas à l'aise pour le faire. Ils se laissent simplement écarter, en silence. C'est pourquoi je vous invite à anticiper cela. Si vous sentez que les gens parlent autour de vous ou par-dessus votre tête, exprimez-vous. Ne disparaissez pas. Vous avez trop de sagesse en vous pour la laisser se perdre. À ce stade, j'avais pris douloureusement conscience que la vie après 80 ans ne consistait pas seulement à fêter un anniversaire de plus, mais à naviguer à travers des changements que personne n'avait prévus pour moi. Mais une autre prise de conscience allait me frapper plus fort que tout, quelque chose de si profond que cela m'empêchait de dormir la nuit. Je voudrais que vous restiez avec moi encore quelques minutes, car si vous manquez cela, vous risquez de vous retrouver à 3 heures du matin à fixer le plafond en souhaitant avoir une seconde chance. J'appelle cela la douleur des regrets qui rencontrent trop de temps et trop peu de sens. Voici ce qui s'est passé. J'ai pris ma retraite il y a une 20aine d'années et j'ai passé mes premières années à voyager un peu, à gâter mes petits-enfants et à faire du bénévolat. Puis j'ai atteint la 80aine et le rythme de ma vie a ralenti, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Je n'avais plus besoin de me lever tôt. Mon agenda était moins chargé. Et cet espace vide a fait place aux souvenirs. Certains étaient merveilleux et me faisaient venir les larmes aux yeux de pure gratitude. Mais d'autres, ils me hantaient. Je me souvenais des occasions que j'avais laissées passer, des relations que je n'avais pas suffisamment entretenues, des rêves que j'avais mis de côté parce que je pensais avoir toujours le temps. Soudain, j'avais 80 ans et je n'étais plus sûr d'avoir encore tout ce temps devant moi. C'est la 5e vérité.
Le regret peut s'installer si vous n'avez pas redéfini votre objectif pour cette étape de votre vie. Ce n'est pas que vous n'ayez pas accompli grand-chose, mais sans objectif renouvelé, votre esprit risque de vagabonder vers les « et si » et de ne jamais revenir. Une nuit, je me suis réveillé à 2 heures du matin en sueur, me souvenant d'un road trip que j'avais promis à mon défunt mari. Nous ne l'avons jamais fait. Il n'est plus là aujourd'hui, et cette chance s'est envolée pour toujours. J'ai ressenti une douleur dans ma poitrine. Je me suis demandé combien d'autres moments j'avais reportés. Le lendemain, j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouvel objectif pour les années qui me restaient. Ce ne serait peut-être pas le même que de travailler à plein temps ou de m'occuper de jeunes enfants, mais cela devait être quelque chose qui me donnerait une raison de me lever, de continuer à apprendre et de partager ce que j'avais appris avec les autres. C'est alors que j'ai commencé à écrire des lettres à mes petits-enfants pour leur raconter l'histoire de notre famille. J'ai commencé à faire du bénévolat 1 fois par semaine dans un centre communautaire local où je lisais des histoires aux enfants. Soudain, j'ai réalisé que même si j'étais lente physiquement, mon cœur et mon esprit avaient encore beaucoup à offrir. Les regrets n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais ils me tourmentaient moins, car je créais quelque chose de significatif dans le présent. Peut-être que vous écoutez ceci et que votre histoire est différente de la mienne. Mais je parie que les vérités fondamentales se cachent quelque part, attendant que vous les affrontiez. Revenons-y et tissons-les ensemble d'une manière qui pourrait vous aider. Vous vous souvenez que je vous ai parlé du cercle social qui s'estompe tranquillement? Vous n'avez pas à vous résigner à cela. La technologie d'aujourd'hui vous permet de communiquer d'une manière que je n'aurais jamais cru possible dans ma jeunesse. Vous pouvez décrocher votre téléphone ou même apprendre à utiliser les appels vidéo si vous en êtes capable. Si cela vous semble intimidant, demandez à quelqu'un de vous montrer comment faire. Car après 80 ans, les relations ne viennent pas automatiquement. Vous devez faire le premier pas et les revendiquer, même si ce n'est qu'avec 1 ou 2 personnes qui comptent vraiment pour vous. Et ce corps qui ne retrouve pas son élasticité, vous pouvez toujours le respecter en écoutant ces signaux. Arrêtez avant d'être épuisé. Reposez-vous de manière intentionnelle et adaptez vos routines. Essayez des exercices doux, peut-être quelques étirements le matin. Il ne s'agit pas de devenir un marathonien, mais de préserver vos capacités fonctionnelles et d'éviter les pièges de l'inactivité totale. Une fois que votre corps ralentit, vous pouvez facilement sombrer dans la stagnation si vous ne prenez pas soin des petites choses. Quant aux besoins d'aide, croyez-moi, repousser les gens par fierté ne fait que vous isoler. Il n'y a pas de récompense à porter seul tous les sacs de course. En fait, laisser vos proches vous aider peut renforcer vos liens avec eux. Cela peut ouvrir des conversations dont vous ne soupçonniez pas l'importance. Parfois, la meilleure preuve de force est d'admettre que vous avez besoin d'un bras sur lequel vous appuyer. Quand vous vous sentez invisible, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Le monde peut vous ignorer, mais vous n'avez pas à vous ignorer vous-même. Il y a une grande force dans le fait de s'exprimer avec dignité et confiance. Si le médecin vous parle sans vous écouter, dites-lui « Je comprends que vous soyez pressé, mais c'est moi le patient et j'ai des questions. » Si le caissier vous ignore, dites poliment « J'aimerais avoir un instant, s'il vous plaît. » Il n'est pas nécessaire d'être agressif,
Il s'agit simplement de rappeler à vous-même et aux autres que vous existez et que vous comptez. Refusez de disparaître dans le décor. Vous avez peut-être 80 ans, mais vous n'avez pas fini d'apporter votre contribution au monde. Enfin, cette douleur du regret est réelle, mais elle ne doit pas vous envahir. J'ai rencontré des personnes âgées de plus de 80 ans, voire de plus de 90 ans, qui se sont découverts une passion pour la peinture, ont appris une nouvelle langue ou ont trouvé du bonheur dans des tâches quotidiennes simples, comme faire des biscuits pour leurs voisins. Il n'est pas nécessaire que votre objectif soit ambitieux. Il s'agit simplement d'apporter un peu de lumière à votre quotidien, afin de ne pas rester seul dans le noir avec vos regrets. Que ce soit en appelant un ami que vous n'avez pas vu depuis des années pour réparer de vieilles blessures, ou en reprenant un passe-temps que vous avez abandonné il y a des décennies, faites quelque chose qui nourrit votre âme dès maintenant. Car voici un secret. C'est peut-être le dernier chapitre, mais c'est toujours vous qui écrivez l'histoire. On me demande souvent, n'est-ce pas déprimant de parler de ces dures réalités? Non, c'est en fait libérateur. Une fois que vous connaissez le terrain, vous pouvez vous y orienter. Vous pouvez planifier vos relations sociales en programmant des appels ou des réunions. Vous pouvez gérer votre santé avec des attentes réalistes et adapter votre environnement, par exemple en installant des barres d'appui ou en réorganisant vos placards pour y accéder plus facilement. Vous pouvez vous entraîner à demander de l'aide afin que cela ressemble moins à un échec et davantage à une preuve de sagesse. Vous pouvez vous préparer mentalement à riposter lorsque le monde tente de vous mettre à l'écart. Et vous pouvez choisir un objectif, même modeste, qui vous permettra d'aller de l'avant plutôt que de regarder en arrière avec regret. Ce n'est pas la connaissance qui est déprimante, c'est le manque de connaissance qui peut vous donner un sentiment d'impuissance. Si vous êtes toujours là, j'aimerais connaître votre avis. Laissez un commentaire pour me dire votre âge ou le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo. Ou peut-être partagez si vous avez déjà vécu l'une de ces réalités. Votre voix compte. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, car je continuerai à partager des informations qui peuvent vous aider à vous adapter, à faire face et même à vous épanouir pendant ces dernières années. Peut-être connaissez-vous quelqu'un, un parent, un grand-parent, un voisin, qui a besoin d'entendre ce message afin de ne pas se sentir seul lorsque ces réalités se présenteront à lui. Partagez cette vidéo avec cette personne. Vous lui offrirez peut-être une bouée de sauvetage, un avertissement bienveillant qui fera toute la différence dans sa façon d'aborder ses journées. Je tiens à souligner un point essentiel. Reconnaître ces vérités ne signifie pas s'y résigner. Nous pouvons nous adapter. Nous pouvons rester forts dans notre esprit. Par exemple, j'ai une amie, Clara, qui, après avoir perdu son mari, a décidé de rejoindre un groupe de tricot local, non pas parce qu'elle avait déjà tricoté, mais parce qu'elle voulait un nouveau cercle d'amis. Elle avait alors 83 ans. Aujourd'hui, elle en a 86 et elle est devenue experte dans la confection de couvertures pour les nouveau-nés à l'hôpital. Elle enseigne même le tricot à des jeunes. En même temps, elle prend soin de son corps. Elle reste assise moins longtemps, fait des pauses pour s'étirer et demande de l'aide pour porter son sac de laine. Elle s'exprime lorsque des médecins ou des inconnus essaient de l'ignorer. Et elle a trouvé un tout nouveau sens à sa vie en égayant celle de nouvelles familles.
C'est ce que j'entends par reprendre le pouvoir après 80 ans. Nous ne sommes pas condamnés à disparaître dans la solitude. Nous pouvons choisir comment réagir à chaque défi. Permettez-moi d'ajouter une petite précision. Même si votre cercle social se réduit, vous constaterez peut-être que certaines relations s'enrichissent. Le temps que vous passez avec ceux qui restent peut vous sembler plus significatif, car vous ne le considérez pas comme acquis. Lorsque je rends visite à mon plus vieil ami, nous nous asseyons et parlons de nos souvenirs d'enfance, mais nous partageons également ce qui se passe dans nos vies actuelles. Nous ne nous traitons pas comme des reliques, mais comme des compagnons de vie. Il y a quelque chose de profondément enrichissant dans cette relation, le sentiment d'être vraiment vu et entendu. Si vous parvenez à cultiver ne serait-ce qu'une seule relation de ce type, que ce soit avec un frère ou une sœur, un ami ou un voisin, vous constaterez que la diminution du nombre de vos amitiés peut être compensée par une plus grande richesse. Mais vous pourriez dire, et si tout le monde disparaît? Cette crainte est courante, mais comme le montre l'exemple de Clara, il n'est jamais trop tard pour nouer de nouvelles relations. Ne vous laissez pas convaincre que vous êtes exclu de toute nouvelle amitié. Il faut peut-être du courage pour se rendre dans un nouvel endroit, mais vous êtes arrivé jusqu'ici dans votre vie. Ce courage est en vous. Il ne demande qu'à être exploité. Et n'oubliez pas que si votre corps ne rebondit plus comme avant, cela ne signifie pas que vous êtes impuissant. Cela signifie simplement que vous bougez différemment. Vous adaptez votre routine. Vous divisez les petites tâches en plusieurs étapes. Vous vous accordez des jours de repos. Vous célébrez les petites victoires. Si vous parvenez à faire le tour du pâté de maison, c'est déjà remarquable. Si vous faites quelques étirements chaque matin, c'est déjà mieux que de rester assis sans bouger. La clé est d'éviter le piège de penser « si je ne peux pas tout faire, autant ne rien faire ». Cette mentalité peut accélérer votre déclin. Au lieu de cela, faites ce que vous pouvez et faites-le régulièrement. Vous verrez que cela vous aidera non seulement à rester en forme, mais aussi à conserver votre indépendance et votre confiance en vous. Dans ma propre vie, demander de l'aide a probablement été le plus grand obstacle. J'ai toujours été une personne attentionnée. Je cuisinais pour ma famille, je gardais mes petits-enfants, je faisais du bénévolat à l'église. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'hésiterais à conduire la nuit ou que j'aurais besoin de quelqu'un pour porter mes courses. Mais une fois que j'ai accepté que le fait d'avoir besoin d'aide n'était pas synonyme d'impuissance, cela m'a ouvert la porte à des relations plus authentiques. Mes petits-enfants ont vu que j'étais humaine, pas une super-héroïne, et ils m'ont aidé avec une certaine tendresse. Mes enfants adultes, qui sont très occupés par leur propre vie, ont compris que je n'essayais pas d'être un fardeau, mais que je voulais simplement rester en bonne santé pour pouvoir être là pour eux plus longtemps. Cela a transformé nos relations. C'est le pouvoir d'un changement de mentalité face à l'aide. Au lieu de la considérer comme une perte de dignité, voyez-la comme une occasion de renforcer les liens qui vous unissent aux personnes qui vous aiment. Si vous souhaitez en savoir plus et prendre mieux soin de votre santé, cliquez simplement sur la vidéo à l'écran.